Bonjour à tous et bienvenue à votre journal sur Afri7 Info. Une démission pour le moins inattendue. Le directeur de la communication de l'équipe de campagne de Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien FPI et candidat à sa succession, a rendu hier le tablier. Des précisions avec Alex Mokhtar. Chers amis, vous voudriez noter ma démission ce jour de la direction de la communication de l'équipe de campagne du président Affi. J'ai atteint une limite que je ne peux dépasser. Je vous remercie pour votre parfaite collaboration. Voilà ainsi libellé aux médias via un SMS la note de démission du staff d'Affi-N'Guessan de Frank Anderson Kwasi. L'homme a confirmé que le message était bel et bien de lui, mais n'a pas souhaité s'étendre sur les raisons l'ayant poussé à abandonner l'équipe de campagne d'Affi-N'Guessan. Ce journaliste et ancien président du Conseil national de la communication audiovisuelle était jusque-là le directeur de la communication de l'ancien Premier ministre ivoirien. Ce dernier, opposé à l'ex-président Laurent Gbagbo, ambitionne de se faire réélire à la tête du Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition lors du congrès de la mi-décembre. À Hong Kong, Joshua Wong, chef de file, a annoncé lors d'un rassemblement lundi soir que 3 étudiants et lui feront une grève de la faim illimitée pour appuyer les revendications des manifestants pro-démocratie et ce jusqu'à ce que le gouvernement de Hong Kong renoue le dialogue avec les étudiants. On en parle avec Alex Mokhtar. 3 étudiants de Hong Kong, y compris le chef de file de la contestation étudiante Joshua Wong, ont entrepris une grève de la faim et ont publié une lettre ouverte à l'endroit du chef de l'exécutif hongkongais Leung Chun-ying, appelant le gouvernement à relancer les pourparlers et à plus de réformes politiques. Toutefois, les leaders étudiants du mouvement de contestation ont demandé aux militants pro-démocratie de Occupy Central de se retirer du site principal de protestation avant d'annoncer qu'ils allaient symboliquement se rendre à la police mercredi. Rappelons que les manifestants pro-démocratie réclament un scrutin libre et ouvert en 2017 pour l'élection du chef de l'exécutif et s'opposent à ce que Pékin sélectionne les candidats. L'Assemblée nationale française a voté en faveur de la proposition socialiste visant à faire reconnaître par l'Hexagone l'existence d'un État palestinien. Noélie Richard nous en dit plus. 339 voix pour et 151 voix contre, tel est le résultat qui a sanctionné le vote d'une proposition de résolution non contraignante visant à faire reconnaître par la France l'existence d'un État palestinien. Vote du reste qualifié d'erreur par Israël. Récemment, Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, déclarait que la France serait prête à reconnaître sans délai l'État de la Palestine si une ultime tentative de résolution négociée sous l'égide de la communauté internationale échouait. Notons qu'à l'instar de la France, les parlements irlandais, britanniques et espagnols ont également voté de façon symbolique en vue de la reconnaissance de la Palestine. Un attentat à la voiture piégée a secoué mercredi la capitale somalienne Mogadiscio. Bilan, au moins 4 personnes tuées. Les détails dans ce reportage. Le chaos règne à Mogadiscio, la capitale somalienne, près de l'entrée fortifiée de l'aéroport donnant accès à la zone sécurisée où se trouvent les ambassades. Un kamikaze a fait exploser une voiture piégée contre un convoi de l'Organisation des Nations Unies. Selon un policier, au moins 4 personnes y ont perdu la vie, mais il craint que le bilan ne s'alourdisse. Le témoin a encore expliqué que le kamikaze s'est infiltré entre l'escorte de sécurité et les véhicules blindés de l'ONU et a fait exploser la voiture percutant un des véhicules de l'escorte. Le convoi de l'ONU attaqué transportait du personnel vers l'une de leurs bases. Notons que Mogadiscio est le théâtre de violences régulières dont la majeure partie est imputée aux insurgés islamistes Chebab. Ouvrons à présent la page économie de ce journal. Le gouvernement ivoirien invite les opérateurs économiques qui veulent investir dans le développement de la filière anacarde à monter des projets viables qui puissent rencontrer un écho favorable auprès des structures bancaires. Reportage. Lors de la première édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, CIETA, qui se tient actuellement à Abidjan, Côte d'Ivoire, le représentant du ministre des Mines et de l'Industrie a invité les investisseurs intéressés par la filière anacarde à monter des projets bancables. Pour Rodrigue Essé, les banques sont à pied d'œuvre pour faciliter l'accès au crédit. Il importe que les opérateurs économiques qui veulent investir dans le développement de la filière anacarde montent des projets viables qui puissent rencontrer un écho favorable auprès des structures bancaires. La Côte d'Ivoire a enregistré cette année une campagne record qui l'a propulsée au premier rang des producteurs africains d'anacarde, alors qu'elle ne transforme que 10% de sa production.
La fièvre à virus Ebola ne fait pas que des morts à travers les pays touchés en Afrique. Deux d'entre ces États, notamment la Sierra Leone et la Guinée, vont voir leurs économies plonger en récession à cause de l'épidémie selon la Banque mondiale. Des précisions avec Noélie Richard. Selon la Banque mondiale, la Sierra Leone et la Guinée vont entrer en récession en 2015 à cause de l'épidémie d'Ebola. La Sierra Leone devrait connaître une régression sévère de 2% de son PIB et la Guinée de moins 0,2%. Pourtant, en octobre dernier, la Banque mondiale prévoyait encore pour 2015 une croissance robuste en Guinée de plus de 2% et surtout en Sierra Leone de plus de 7,7%. Mais la propagation rapide de l'épidémie d'Ebola a plombé l'activité, freinant les investissements et assombri les perspectives de croissance. Grâce aux progrès enregistrés dans la lutte contre l'épidémie, le Libéria s'en sort légèrement mieux que ses voisins au niveau économique. Ce pays voit ainsi ses prévisions de croissance revues à la hausse depuis octobre de 1 à 3%, même si ses projections restent nettement inférieures. Parlons sport à présent. Un de plus à son tableau de chasse, Yassine Brahimi, international algérien, a été désigné footballeur africain BBC. Il succède à l'international ivoirien Yaya Touré. Des détails dans ce reportage. Le prix du footballeur africain BBC de l'année 2014 a été décerné à Yassine Brahimi, international algérien évoluant au FC Porto. Après avoir gagné le prix du meilleur joueur africain de la Liga espagnole lors de la cérémonie des Los Premios de la Liga, Brahimi ajoute cet autre prix à son palmarès et succède ainsi à l'Ivoirien Yaya Touré qui évolue à Manchester City. Ce trophée, qui est une récompense annuelle attribuée au meilleur footballeur africain de l'année, selon un vote des auditeurs de la BBC Radio, existe depuis 1991. Hormis les Égyptiens Mohamed Barakat primé en 2005 et Mohamed Aboutrika en 2006, c'est la première fois qu'un joueur maghrébin est couronné. Notons que ce prix est différent du titre du Ballon d'Or africain qui lui est une récompense décernée par la Confédération africaine de football. La 14e journée de la Ligue anglaise s'est jouée mercredi. Elle a vu le 102e but de l'international ivoirien Didier Drogba avec l'équipe de Chelsea en Première Ligue. Reportage. Après leur contre-performance à Sunderland le week-end dernier, les Blues de Chelsea se sont repris hier à Stamford Bridge face à Tottenham dans le match comptant pour la 14e journée de la Ligue anglaise. Les poulains de Mourinho ont battu les Hotspurs 3-0 grâce au but de Hazard, Drogba et Rémy. Dans le même temps, les Sky Blues de Manchester City qui se déplaçaient à Sunderland ont écrasé les Black Cats sur un score de 4-1 avec un doublé de Kun Agüero. De leur côté, les Gunners d'Arsenal qui recevaient Southampton se sont imposés 1-0 à la 88e minute grâce au but d'Alexis Sanchez. Au classement, Chelsea reste leader avec 36 points. Manchester City, après son écrasante victoire, demeure deuxième et est suivi de Southampton qui totalise 26 points à 4 longueurs des Sky Blues de City. Arsenal se classe 6e avec 23 points. David Beckham et son fils ont été victimes d'un accident. Percutés par une Mitsubishi Colt cabriolet, ils s'en sont sortis sains et saufs. Reportage. Il y a eu plus de peur que de mal dans la famille Beckham. Alors qu'il ramenait son fils du club de foot, David Beckham et son garçon ont été victimes d'un grave accident de la circulation. Ils ont été percutés par une Mitsubishi Colt cabriolet totalement détruite dans l'accident. Personne n'a été sérieusement blessé. La Audi RS6 Event, flambant neuf de la star, a été lourdement abîmée au niveau du quart avant droit. La star, qui est un passionné d'automobile, possède dans son garage une Porsche 911 Turbo, un Range Rover Sport et une Rolls-Royce Phantom Drawfield. Le légendaire groupe de rock britannique les Rolling Stones et leurs fans sont en deuil. Et pour cause, le saxophoniste du groupe, Bobby Keys, a déposé à jamais son instrument de musique le mardi 2 décembre 2014. Le récit d'Alex Mokhtar. Triste nouvelle qui est celle qui vient de nous parvenir. Bobby Keys, le saxophoniste du groupe des Rolling Stones, a à jamais déposé son saxophone. Le musicien est décédé le mardi 2 décembre 2014 des suites d'une cirrhose de foie. Bobby Keys a joué aux côtés des Rolling Stones depuis 1969. Il avait commencé sa carrière à l'âge de 15 ans auprès de Buddy Holly. Après l'annonce de son décès, les Rolling Stones ont publié un communiqué dans lequel ils disaient anéantis par la perte de leur cher ami et joueur légendaire de saxophone. Adieu l'artiste. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. L'information continue sur notre plateforme.